Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de Guide pour ces petites histoires de guide. Elle fait partie de notre vie de tous les jours. On l'a tous dans notre garde-robe, mais parfois on l'a banalisée. C'est un élément auquel on ne fait même plus attention, ou au contraire, on lui confère une aura particulière, on lui voue quasiment un culte. Vous l'aurez peut-être deviné, je veux bien sûr parler de la chaussure. Il en existe de tout type, toute forme, pour chaque activité ou occasion différente. On l'a choisie en fonction de nos goûts, de notre personnalité ou bien de notre besoin. Et pour bien des sociétés, elle est un élément indispensable du quotidien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter des chaussures que vous n'auriez même pas osé imaginer dans vos rêves les plus fous. Des chaussures oubliées ou peu connues, mais qui cachent une histoire extrêmement riche sociologiquement parlant. Alors que vous portiez vos meilleurs chaussons, vos indécrottables boots ou vos plus belles chaussures à talons, soyez sûr d'être à l'aise dans vos baskets pour ce premier épisode des petites histoires de guide. Ah, la poulaine, quelle charmante chaussure. Pour moi, elle reste à jamais associée à ça. Fille de la laine, de mes moutons d'Ondaine. Ah, j'ai pas choisi d'être une enfant des années 90. Bref, la poulaine, c'est une chaussure caractéristique de la fin du Moyen-Âge qui se reconnaît grâce à sa forme allongée et pointue. Elle était portée aussi bien par les hommes que par les femmes. Par rapport à l'origine du nom, elle est assez incertaine. Cela pourrait venir du mot poulain, féminisé en poulaine, qui serait l'équivalent des Polonais à l'époque. Ce type de chaussure aurait été popularisé par les Polonais, d'où ce nom. Mais une autre théorie existe et explique que cela serait plutôt une évolution des solerets, qui était une pièce d'armurerie permettant de bien se maintenir aux étriers grâce à la pointe recourbée. Quoi qu'il en soit, cette chaussure était portée par les plus fortunés et plus la poulaine était longue, plus cela voulait dire que l'on appartenait à un rang élevé. Le roi pouvait donc l'allonger autant qu'il voulait. Pour faire tenir les pointes, on les remplissait de mousse végétale ou avec un rembourrage de poils. Ces chaussures pouvaient atteindre jusqu'à 50 cm de long et quand ça devenait trop compliqué, on avait l'option petite chaînette fixée au genou pour maintenir la pointe surélevée et ne pas se casser la figure. Et puis finalement, en 1368, Charles V va interdire les poulaines car il est difficile de s'agenouiller avec pour prier. Malgré l'interdiction, cette chaussure restera à la mode jusque dans les années 1470-80. Mais si on y pense bien, encore aujourd'hui, les chaussures féminines et masculines portent les stigmates de cette forme pointue. Bon, ok, le bout est un petit peu moins long. Parlons maintenant de ce type de chaussures. Non, ce ne sont pas des chaussures pour enfants. Mais vous connaissez peut-être déjà cette tradition chinoise datant du XIe siècle qui consistait à bander les pieds des femmes pour qu'elles les aient le plus menus possible. Revenons sur cette tradition qui permettait aux femmes donc d'entrer leurs pieds dans des chaussures mesurant au maximum 10 cm. Vous avez bien entendu, le pied d'une femme chinoise adulte ne devait pas dépasser les 10 cm de long pour être considéré comme joli. Ce petit pied, on l'appelle aussi bouton de lotus, car la manière de modifier cette partie du corps grâce au bandage faisait ressortir le pouce et il ressemblait alors à la fleur de lotus qui n'avait pas encore éclos. C'est un rite qui se répand surtout au cours du XVIIe siècle et après qui est plutôt commun au XVIIIe et XIXe. Il va disparaître autour des années 1950. Cette modification corporelle, c'est un véritable idéal de beauté féminine et un objet de fascination pour les hommes. La femme est obligée d'avancer avec de tout petits pas et de limiter ses déplacements. En fait, moins on marche, plus on est considéré comme faisant partie de la haute société car on se déplace en chaise à porteur et ça, c'est le signe visible de la fortune du mari. C'est vers l'âge de 6 ans que cette tradition se prépare. La fillette est entourée par sa mère et quelques femmes qui prennent part à l'opération. Les pieds sont enroulés dans des bandes de tissu qui replient les orteils sauf le pouce, sous la face plantaire qui, elle, est tirée vers l'arrière pour se rapprocher du talon. Il n'était pas impossible d'ailleurs de provoquer la cambrure en assénant un coup net à la base du métatarse pour provoquer une fracture. Malgré tout, cela ne va pas empêcher la croissance des os mais redéfinir leur direction. Bon, aïe quand même, hein. Mais attendez, nous n'étions pas en reste non plus en Occident. Au XVIIe siècle, le petit pied est un signe de vertu et de noblesse. On s'inspire de la tradition chinoise pour se bander les pieds. Pas de manière aussi drastique, mais quand même. Regardez ce soulier datant de 1792, c'est celui de la reine Marie-Antoinette. La taille du soulier nous montre que la reine avait aussi succombé à cette mode du petit pied,
perçu comme un idéal de beauté. Il fait 21 cm de long, ce qui correspond à une pointure 33, et fait moins de 5 cm de large. Je précise que la reine avait 37 ans lorsqu'elle porta cette chaussure. Et parfois vous vous sentez serré dans les vôtres. Vu d'en haut, tout est plus beau. Oui, mais est-ce que c'est bien vrai quand on est sur des chaussures à plateforme? Parce que, qu'on se le dise, c'est pas toujours pratique. Les chaussures à plateforme en liège sont issues de la tradition romaine. Oui, ça remonte à loin déjà. Elles seront portées au cours des siècles et particulièrement pendant la Renaissance par les Espagnols et les Italiennes. Avec le temps, elles ont évolué différemment. En Espagne, par exemple, les chopines sont toujours fabriquées en liège, tandis qu'en Italie, les pianelle sont en bois. Ces matières isolent du froid et de l'humidité, mais elles entravent considérablement la marche féminine. Même si l'esthétique diffère, le principe est bien toujours le même, être le plus haut possible. Il est donc difficile de les porter sans l'aide d'une ou deux personnes. Essayez donc de vous déplacer rapidement, de danser ou même de courir avec des plateformes comme celle-ci. Elles étaient portées par toutes les femmes, reines et paysannes, nobles et bourgeoises, et il y avait là un aspect moral, puisqu'en fait on considérait la liberté de mouvement comme un risque de sexualité débridée. Et là, paf, on vous bridait complètement votre liberté et vous deveniez bien docile. Et par ailleurs, ces chopines ou pianelle étaient perçues comme des artifices altérant l'œuvre de Dieu et comme des signes de richesse ostentatoire, car certaines étaient ornées d'or, d'argent et de diamants. Dans tous les cas, la mode des chopines espagnoles va décliner à la fin du XVIIe siècle, détrônée par une nouveauté venue d'Orient, faisant fureur partout en Europe et d'abord adoptée par les hommes. C'est la chaussure à talons. Partons maintenant un peu en Amérique du Nord pour que je vous parle d'une paire de chaussures bien particulière. Vous imaginez bien qu'il existe autant de types de chaussures que de régions géographiques sur ce continent. Voici donc une paire de mocassins en pied d'ours et peau de cervidé. Elle vient de la vallée du Mississippi et date du XVIIIe siècle. Ce sont les Amérindiens Choctaw ou Choctaws en anglais qui portent ces chaussures pour deux utilisations différentes. La première, c'est pour tromper l'ennemi. En fait, lorsqu'on marche avec ces mocassins, l'empreinte au sol est animale, et en l'occurrence ici c'est celle d'un ours. Ça permet de cacher les déplacements humains. Mais ces chaussures pouvaient aussi être portées par un chaman lors de rituels pour prendre l'apparence et le corps de l'ours et s'approprier comme ça sa force. Restons dans les chaussures chaussons, mais envolons-nous vers le Pacifique pour nous retrouver en Australie. Dans la majorité des contrées du monde, nous marchons avec des sandales, des bottes, peu importe le type de chaussures, mais pour le Pacifique, rien n'est moins sûr. Pour de nombreuses populations, le contact direct du pied avec le sol est important. Le refus d'un objet intermédiaire entre la plante des pieds et le sol, c'est un trait culturel partagé par beaucoup, même si aujourd'hui les tongs, les sandales ou autres sont portés par un nombre grandissant de personnes, et vous l'imaginez bien, particulièrement en milieu urbain. Dans certaines sociétés du Pacifique, les traces sur le sol sont comme une extension de la personne et en fonction des circonstances, ce contact est soit souhaité, soit redouté. Par exemple, lorsque les sorciers aborigènes d'Australie agissent pour venger la mort d'une personne, ils portent des chaussons spécifiques que l'on appelle chaussures Kurdaicha ou Yarapalta. Ils sont faits avec des plumes d'émeu collées ensemble avec du sang, puis recouverts d'une sorte de résille de cheveux humains. Grâce à cet assemblage, le sorcier peut se rendre invisible et ne laisser aucune trace. Et c'est grandement apprécié par le reste de la population, car même s'il est apprécié pour ses facultés, il est surtout redouté et voir ses traces de pas inquiéterait plutôt qu'autre chose. Nous terminons notre épisode sur les drôles de chaussures avec quelques exemples complètement délirants. Les modèles que vous allez voir sont plutôt des réflexions sur le corps, sur l'esthétique, sur la mode. Je vous mets d'ailleurs au défi de les enfiler et de marcher avec. Voici une création d'Ilko Maurer de 2003. Ce modèle s'appelle Stilts, on pourrait traduire cela par échasse en français. Elles sont faites en bois et en élastique et témoignent d'une réflexion apparentée au domaine du bondage, qui est une pratique sadomasochiste nécessitant des attaches avec des cordages le plus souvent. C'est volontairement que le créateur les fait inconfortables et importables. En fait, il les voit comme des prothèses thérapeutiques dotées d'une fonction psychologique. Comprenez par là qu'il dénonce le devoir qu'a la femme de s'adapter à ces objets oppressifs et sans se plaindre. Avec ces chaussures, impossible de feindre le naturel, ni même de ne pas succomber à la douleur.
Continuons avec les Meteorite Shoes qui ont été dessinées en 2014 par le studio Swine. Elles sont inspirées de l'atterrissage du robot Philae sur la comète Chury et les designers ont voulu matérialiser le rapprochement inédit entre l'humain et un corps céleste. Ils ont étudié les aspects morphologiques d'un aérolithe recueilli en Antarctique et qui aujourd'hui est conservé au Natural History Museum de Londres. Et en fait, ils ont modélisé l'aérolithe pour le modifier afin d'y insérer un cuir italien pour accueillir le pied. N'est-ce pas confortable? Puis les chaussures ont été imprimées en mousse d'aluminium et l'aluminium c'est un matériau solide et léger donc vous pourriez la porter cette fois. Du minéral, on va passer à l'organique et je dirais même au squelettique. Laissez-moi vous présenter pour finir les œuvres de Corinne Bornier. Voici les Vanity Shoes. Celle-ci date de 2017 et s'appelle Pied de poule. Comme vous le voyez, cette chaussure est entièrement réalisée en os de volaille. Et celle-là est de 2018. Il s'agit du modèle Salomé. Ces chaussures sont bien sûr importables à cause du matériau qui est fragile. Le titre Vanity Shoes nous ramène à l'évocation des vanités d'antan et au message de la mort triomphant toujours sur les passions futiles de l'humanité. Bon, je voulais pas plomber l'ambiance, je suis désolée. Je vous laisse donc sur ces belles paroles à méditer. J'espère que ce premier épisode des petites histoires de guide vous aura plu. J'ai encore plein de choses à vous raconter sur des objets fascinants, des pratiques culturelles intéressantes, des architectures dingues ou des peintures secrètes. Bref, on a de quoi faire. D'ailleurs, ça serait sympa que vous me laissiez un petit commentaire pour me dire quel sujet vous souhaiteriez aborder, connu, méconnu, qui soit plutôt lié à Paris, on va pas se cacher, mais voilà, ça m'intéresse d'avoir vos avis et n'hésitez pas, on en discutera. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pendant que je suis en train de parler, ça sera fait. Et vous pouvez bien sûr, non, vous devez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci à vous et à bientôt.